messieurs, bienvenue à votre rendez-vous quotidien d'information en français dont voici tout d'abord les titres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi à Nouakchott sous la présidence du président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte portant notamment sur la transformation de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso, devenu désormais École supérieure agronomique et vétérinaire, en abrégé le SAV. L'Assemblée nationale a approuvé ce mardi 3 projets de loi relatifs à la ratification d'un accord portant création des mécanismes africains de facilitation de l'assistance juridique ainsi que 2 autres accords commerciaux et de coopération économique et technique entre la Mauritanie et l'État du Qatar. Clôture toujours ce mardi de l'atelier dédié à l'évaluation des initiatives relatives à la sécurisation des droits de propriété foncière sous le thème échange d'expériences et renforcement du rôle des acteurs et partenaires dans les questions immobilières. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour suivre cette 3e édition du journal télévisé de la semaine portant sur l'actualité locale. Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi à Nouakchott sous la présidence du président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte portant notamment sur la transformation de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso en École supérieure agronomique et vétérinaire, en abrégé ESAV. La transformation de l'ISET de Rosso en ESAV se veut une réforme structurante pour le système d'enseignement supérieur mauritanien. Elle s'est fixée pour objectif de former des cadres hautement qualifiés, de satisfaire les besoins du secteur agricole et pastoral, de dynamiser la recherche appliquée et de renforcer durablement la souveraineté alimentaire du pays. On peut aussi noter le projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires. L'Assemblée nationale a approuvé 3 projets de loi relatifs à la ratification d'un accord portant création des mécanismes africains de facilitation de l'assistance juridique, ainsi que 2 autres accords concernant les échanges commerciaux, la coopération économique et technique, ainsi que la promotion et la protection des investissements entre la Mauritanie et l'État du Qatar. Cet accord prévoit la mise en œuvre de mesures destinées à faciliter la coopération entre les acteurs économiques de 2 pays, notamment à travers l'organisation de visites, d'échanges et d'expériences, de foires et de rencontres économiques, contribuant ainsi au développement des relations bilatérales et à l'élargissement des perspectives de coopération. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed Ould Khaled, assurant l'intérim du ministre des Affaires économiques et du Développement, a expliqué lors de son intervention devant les députés que la ratification de l'accord portant création de ce mécanisme africain vise à aider les pays du continent à renforcer leurs capacités juridiques face à des situations complexes, notamment celles liées à leur dette souveraine, aux transactions commerciales internationales, aux contrats d'exploitation des ressources naturelles ainsi qu'aux accords d'investissement. Il a ajouté que la Mauritanie entend, à travers la ratification de cet accord, bénéficier des services de ce mécanisme et renforcer ses capacités juridiques dans la gestion de la dette souveraine et la négociation des contrats internationaux, en particulier dans les secteurs des ressources naturelles et des investissements étrangers. Clôture ce mardi de l'atelier dédié à l'évaluation des initiatives relatives à la sécurisation des droits de propriété foncière sous le thème échange d'expériences et renforcement du rôle des acteurs et partenaires dans les questions immobilières. La rencontre, qui s'est étalée sur 2 jours, a été organisée par le ministère des Domaines, du Patrimoine de l'État et de la Réforme foncière en collaboration avec la FAO et l'Agence belge de coopération au développement, en abrégé ENABEL. Elle visait à évaluer la situation de la sécurisation foncière dans les zones rurales. Mohamed Elmin Bakar revient pour nous sur les moments saillants des travaux en présence des acteurs ressources du programme. L'atelier offre l'opportunité aux participants issus des ministères, des bénéficiaires des projets ANABEL et la FAO, ainsi que les membres de la plateforme multi-acteurs nationale de la société civile, les acteurs institutionnels concernés par le foncier et les PTF, d'exprimer leur perception de la problématique foncière en milieu rural à travers leur expérience spécifique en matière de sécurisation socio-foncière d'une part, et leur proposera d'autre part un espace de dialogue et de collaboration pour formuler des propositions visant à définir des pistes de synergie entre les différents acteurs pour soutenir l'action du ministère des Domaines, du Patrimoine de l'État. Selon les ministres du domaine, une série de mesures ont été prises visant à moderniser le secteur du foncier à travers notamment le lancement du projet ICAR,
pour la mise en place d'une base de données nationale unifiée, l'organisation d'un recensement foncier complet, commençant par Nouakchott, ainsi qu'à l'adoption de l'application Bassera, pour suivre l'expansion urbaine via des images satellites. Dans le même esprit, des mesures concrètes ont été prises pour renforcer le dialogue avec les promoteurs immobiliers et accompagner la régularisation des situations juridiques du foncier. Un cadre juridique clair et structurant en cours d'adoption permettra d'encadrer l'ensemble des intervenants du secteur foncier et immobilier, de sécuriser l'investissement et de renforcer la responsabilité des acteurs. Des progrès salués par le représentant de la FAO qui a assuré que son institution continuera à fournir le soutien technique nécessaire. Cette assistance qui avait débuté en 2016, donc il y a 10 ans, a permis notamment la mise en place dès 2017 de la plateforme multi-acteurs nationale sur la gouvernance foncière. Cette plateforme traduit la volonté du gouvernement mauritanien de s'engager dans un processus de réforme foncière inclusive dans le cadre des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité nationale. Le représentant de l'Agence belge de coopération au développement ANABEL a lui fait savoir que la souveraineté alimentaire à laquelle aspire la Mauritanie passe par l'accès des producteurs au foncier. Aujourd'hui, un objectif commun en Mauritanie est d'arriver à une certaine souveraineté alimentaire. Et qui dit souveraineté alimentaire dit croissance de la production. Et qui dit croissance de la production dit investissement nécessaire. Investissement nécessaire de la part des petits, des moyens, des gros producteurs. Et pour pouvoir justement établir ces investissements, il faut que ces producteurs puissent avoir accès à du foncier, qui est un préalable à un investissement plus serein, à de l'accès au financement. Et cette démarche permet, bien entendu, de renforcer la gestion du patrimoine public. Les participants à l'atelier ont par ailleurs été édifiés par le directeur général des domaines et de l'enregistrement sur le projet ICAR destiné à la création d'un entrepôt central des données foncières visant à unifier et organiser les données foncières et en faire une référence nationale unifiée dans le dessein de renforcer la transparence, améliorer la qualité des services et contribuer à soutenir la prise de décisions publiques. Le Conseil d'orientation de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille a tenu ce mardi à Nouakchott sa première réunion suite à la nomination de sa présidente, Mme Fatimatou Ment Mohamed Lemine Oulinjayan. La rencontre s'est déroulée en présence de la secrétaire générale de l'Observatoire, Mme Jemila Bokoum, ainsi que des membres du Conseil d'orientation. La réunion a été consacrée à l'examen de la situation des droits des femmes et des filles dans le pays, ainsi qu'à l'exploration des moyens de renforcer leur protection et de promouvoir leur participation dans divers domaines. L'objectif de cette rencontre était aussi d'évaluer les efforts déployés en matière d'autonomisation des femmes, de suivre la mise en œuvre des programmes et des politiques nationales connexes, ainsi que de discuter des mécanismes de développement de la performance institutionnelle de l'Observatoire et de renforcer la coordination avec divers acteurs dans ce domaine. La présidente de l'Observatoire a affirmé dans un discours à cette occasion que cette réunion constitue une étape cruciale pour renforcer le dialogue entre les membres du Conseil d'orientation et échanger des idées sur les questions liées aux droits des femmes et des filles, contribuant ainsi à élaborer des visions communes et à établir des plans d'action efficaces répondant aux défis actuels. On reste toujours dans le cadre de la justice pour souligner aussi que le collectif de défense des députés Gamou Achour et Mariam Dieng ont tenu un point de presse après la condamnation de leur cliente à 4 ans de prison ferme par le tribunal de Nouakchott-Ouest. Les avocats ont rendu public un communiqué dans lequel ils ont donné leur lecture du verdict. Conformément aux dispositions impératives du Code de procédure pénale, nous avons soulevé dès l'ouverture de l'audience l'incompétence de la juridiction saisie à connaître de ce dossier avons évoqué à l'appui des éléments suivants. La notion de flagrant délit mentionnée dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour justifier éventuellement la levée de l'immunité parlementaire est totalement différente de celle prévue par le Code de procédure pénale. La première ne couvre qu'un seul cas, à savoir l'arrestation du député au moment même de la commission des faits, tandis que la seconde englobe 4 cas distincts.
sur lesquels le parquet se fonde aujourd'hui, curieusement, pour engager des procédures contre les 2 députés. Il est matériellement impossible de concevoir la réalisation de 3 des infractions reprochées à nos clientes, que ce soit en situation de flagrance ou dans toute autre configuration procédurale. Pas tenu compte de leurs observations, les avocats ont déclaré qu'ils se sont retirés du procès qui s'est poursuivi pour aboutir à la condamnation de leur cliente après 2 heures d'horloge seulement, s'engageant à faire appel. 2 membres du collectif ont tenu à faire des précisions sur l'instruction du dossier qui a connu des failles selon eux et souligné à l'égard des autorités sur les fondamentaux d'une justice impartiale. La défense a posé des problèmes de forme, ce qu'on appelle les exceptions. Et lorsque le juge a vidé les exceptions, c'est-à-dire il les a rejetées tout en bloc, la défense est retirée et il a voulu aller au fond. Le fond, ça suppose que les deux prévenus fassent une déposition devant lui, ce qui n'a pas été fait. La défense était absente, le parquet a fait ses demandes et lui, tout simplement, sa religion a été faite sur la base de la déclaration du parquet, des réquisitions du parquet, et il a rendu son jugement. Robert, il y a une petite précision, pardon, il y a une petite précision à faire. C'est que tout simplement, lorsque la justice, il y a 2 extrêmes qui sont des symptômes d'une mauvaise justice. Comment? Je disais donc qu'il y a deux écueils ou qui sont à éviter pour une bonne justice, pour une bonne administration de la justice. La lenteur, les lenteurs de la justice sont une mauvaise pratique. Mais aussi la célérité excessive. Vous examinez des faits, vous condamnez des députés au bout d'1 heure et demie, 2 heures. Et c'est généralement un signal ou un symptôme évident d'un mauvais service public judiciaire. Donc, et puis, c'est aussi le fait de rejeter les exceptions qui sont soulevées devant un juge, des exceptions d'incompétence qui sont soulevées devant un juge, le fait de les balayer dans le revers de main est un mauvais signe, très mauvais signe. Et ils ont retenu à l'article 104 qui est relatif aux attroupements. Je ne sais pas s'il y avait des attroupements. Et en tout cas, s'il y avait eu attroupement, il n'y avait pas un commissaire de police ou un préfet qui a demandé encore une fois à ceux qui sont là de rompre cet attroupement. Le ministre des Mines et de l'Industrie, M. Eddy Oulzine, a présidé l'ouverture d'un atelier dédié à l'encadrement et à l'activation de performances de la zone franche. Cet atelier vise à dresser un diagnostic complet et objectif des performances de la zone franche depuis sa création et à proposer une nouvelle vision stratégique appuyée par un plan d'action exécutif cohérent avec les réformes lancées en 2024 et les priorités nationales de développement. Dans son discours d'ouverture, le ministre a souligné que la situation stratégique de la zone franche en fait un point de rencontre des échanges maritimes et terrestres entre l'Afrique du Nord et ses profondeurs africaines et proche des marchés européens et américains, ce qu'il a qualifié d'être un pôle économique et maritime prometteur. Il a passé en revue les défis auxquels la région est confrontée, notamment la faible coordination entre les acteurs, les ressources financières limitées, l'expansion des zones d'intervention en plus de l'intensification de la concurrence internationale pour attirer les investissements. Pour sa part, le chef de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Diagana Issaka, a indiqué que la zone, depuis sa création, a servi de levier pour attirer les investissements et organiser les activités productives, car au cours de la période 2013-2024, elle a attiré d'importants investissements dans les secteurs portuaires, de la logistique, de la pêche, de l'industrie manufacturière et des services, ce qui a contribué à la création de milliers d'opportunités d'emploi. La rencontre d'aujourd'hui vise un double objectif. Établir d'abord un diagnostic objectif, exhaustif
du fonctionnement et des performances de la zone franche depuis sa création. Et en second lieu, proposer une nouvelle vision stratégique accompagnée d'un plan d'action opérationnel établi sur la base de la réforme initiée en 2024, elle-même calée sur les priorités nationales de développement. Il ne s'agit pas uniquement d'un exercice technique, mais d'une réflexion structurante appelée à éclairer les décisions publiques, mais également orienter les investissements publics et privés pour les années à venir. La réussite de ce processus repose fondamentalement sur la qualité de la concertation de l'ensemble des acteurs impliqués que vous êtes. C'est pourquoi cet atelier constitue une étape essentielle dans la vulgarisation du nouveau cadre législatif, l'identification des contraintes et des défis à surmonter, la définition de nouvelles perspectives pour le prochain quinquennat, lesquelles seront traduites en actions concrètes sur les courts, moyens et long terme. La 8e édition du Salon des produits algériens a été inaugurée mardi soir à Nouakchott. Cette manifestation organisée par le ministère mauritanien du Commerce et du Tourisme et le ministère algérien du Commerce et de la Promotion des exportations se déroule sous le slogan « Un rendez-vous incontournable et des partenariats renouvelés pour une durée d'une semaine du 5 mai au 11 mai » sous le thème « Date fixe et partenariats renouvelés ». Plus de 350 entreprises algériennes publiques et privées actives dans divers secteurs participent à cet événement économique. La ministre du Commerce et du Tourisme, Zainabou Mtahmedna, a déclaré que cette édition revêtait une importance particulière dans le contexte d'une coopération bilatérale croissante, notamment à travers de grands projets stratégiques, au premier rang desquels la route reliant Tindouf à Zouéret est considérée comme un corridor terrestre vital pour renforcer les échanges commerciaux et l'intégration économique entre les deux pays. Elle a souligné que le développement du transport maritime et des services logistiques ouvrira de nouvelles perspectives de coopération en réduisant les coûts de transport et en facilitant la fluidité des échanges commerciaux. La ministre a insisté sur le fait que le salon ne se limite pas à la présentation de produits, mais constitue un espace permettant de rapprocher les acteurs économiques, d'instaurer la confiance entre eux et d'explorer les opportunités d'investissement commun. C'est sur cette lucarne de foire que nous mettons un terme à cette édition dont je vais en rappeler les titres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi à Nouakchott sous la présidence du président de la République. Le Conseil a examiné et adopté des projets de texte portant notamment sur la transformation de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso, devenu désormais École supérieure agronomique et vétérinaire, en abrégé ESAV. L'Assemblée nationale a approuvé ce mardi 3 projets de loi relatifs à la ratification d'un accord portant création d'un mécanisme africain de facilitation de l'assistance juridique ainsi que 2 autres accords commerciaux et de coopération économique et technique entre la Mauritanie et l'État du Qatar. Clôture toujours ce mardi de l'atelier dédié à l'évaluation des initiatives relatives à la sécurisation des droits de propriété foncière sous le thème échange d'expériences et renforcement du rôle des acteurs et partenaires dans les questions immobilières. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition réalisée par Abdelkarim Digo, diffusée par Ali Oul Mohamed, produit et sélectionné pour vous par Fofana Issa. Vous pouvez la revoir au cours de sa rediffusion à minuit ce soir ou la consulter sur notre page électronique à partir du contact qui s'affiche au bas de l'écran. Bonne fin de soirée à tous et merci pour votre fidélité.